Vous regardez Média TV Afrique, merci de nous rester fidèles. Votre journal, c'est maintenant. Voici les titres qui dominent l'actualité. Élection présidentielle aujourd'hui au Kenya. Quelques 19 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour ce second scrutin. Le climat reste tendu alors que l'opposition appelle à un boycott de la consultation. La princesse Lala Hasna a présidé la séance inaugurale de la 7e conférence islamique des ministres de l'Environnement. Une conférence qui a débuté hier pour 2 jours au siège de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture à Rabat. Et concernant la crise en Catalogne, la tension est maximale entre Barcelone et Madrid. Le gouvernement espagnol s'apprête à prendre le contrôle de la région en vertu de l'article 155 de la Constitution. Tous les détails dans cette édition. Soyez les bienvenus sur Média TV Afrique. Au Kenya, le vote de la présidentielle a commencé timidement. La journée s'annonce tendue pour ce second scrutin. Après l'annulation des résultats de la présidentielle du mois d'août, quelques échauffourées ont éclaté ce matin dans des quartiers favorables à l'opposition, à Nairobi comme Kisumu et Kibera. Le pays est divisé en deux. D'un côté, les partisans du chef de l'État sortant Uhuru Kenyatta. De l'autre, l'opposition menée par Raila Odinga. Ce dernier a appelé au boycott après avoir accusé la commission électorale de partialité. La princesse Lala Hasna a présidé la séance inaugurale de la 7e conférence islamique des ministres de l'Environnement. Une conférence qui a débuté hier donc pour 2 jours au siège de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture à Rabat. Les intervenants ont appelé à conjuguer les efforts pour assurer un développement durable et atténuer les effets du changement climatique. Compte rendu, Salma Saïdi. La princesse Lala Hasna, présidente de la fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, préside au siège de l'ICESCO à Rabat la séance inaugurale de la 7e conférence islamique des ministres de l'environnement. Une séance marquée par le message adressé par le roi Mohamed VI aux participants à cette conférence et dont la lecture a été donnée par la princesse Lala Hasna. Dans ce message, le roi a souligné que cette conférence constitue une occasion privilégiée d'identifier les défis environnementaux de l'heure et de poursuivre la concertation et l'échange des expertises accumulées sur la thématique des changements climatiques. Notons que ce phénomène représente une menace réelle pour toutes les nations, y compris les pays islamiques frères. C'est la première fois que je suis invitée à une réunion de l'ICESCO et j'ai sauté sur l'occasion, je dois dire, parce que je suis engagé dans l'environnement à fond. Et lorsqu'on parle d'environnement, je dois être là. C'est ainsi que d'ailleurs en juillet 2013, j'étais chez vous ici au Maroc avec Planétaire et le WIC et avec des réunions, la réunion principale du forum à Marrakech, mais d'autres réunions dans les régions du Maroc telles que Tanger, Fès, etc. Ce congrès intervient suite aux résultats de la réunion multipartite tenue en novembre 2016 à Marrakech dans le cadre de la COP22, un événement d'envergure pendant lequel le Royaume du Maroc a fait donner une excellente image sur le monde arabo-musulman concernant notamment les questions environnementales et particulièrement le dérèglement climatique. Pendant ce congrès, nous allons donc tenter de concrétiser toutes les décisions et les recommandations émises par les délégations ici présentes, et cela pour se préparer à l'avenir et à la COP23 qui se tiendra à Bonn, en Allemagne. Un programme de coopération au titre de 2018 et 2019 a aussi été signé entre l'ICESCO et la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement afin de donner une nouvelle impulsion à la coopération entre les deux organismes. Cette séance a aussi été marquée par l'attribution au roi Mohamed VI de l'écusson d'or de la conférence qui a été remis à la princesse Lala Hasna. Cette distinction est une reconnaissance des initiatives pionnières du souverain en faveur de la protection de l'environnement et du développement durable à l'intérieur et à l'extérieur du Maroc. La crise catalane met l'Espagne sous haute tension. La Catalogne, une de ses régions les plus riches, sera mise sous tutelle, tandis que les dirigeants catalans pourraient déclarer la sécession aux conséquences incalculables. La présidente du Parlement catalan a annoncé que son assemblée siégerait à 16 h. Au même moment où à Madrid, une commission sénatoriale comptant 27 membres commencera à débattre sur la suspension d'autonomie de facto de la région. Le Sénat doit décider demain en séance plénière la destitution ou non de l'exécutif séparatiste catalan, la mise sous tutelle de sa police pour 6 mois, le temps d'organiser dans la région des élections qui remettent tout à plat début 2018.
Les forces irakiennes et les unités de mobilisation populaire ont commencé à bombarder les positions des combattants peshmerga kurdes depuis Zoumar, dans le nord du pays. Les autorités kurdes ont invité les forces irakiennes à se retirer de la zone dans la province de Ninive et à accepter l'appel au dialogue lancé hier par le Conseil de sécurité du gouvernement régional du Kurdistan avant le début des tirs d'artillerie de l'armée. Elles appellent en outre le gouvernement des États-Unis à mettre fin à ce qu'elles qualifient de comportement irresponsable de l'Irak. En Irak, en parallèle, l'armée irakienne a lancé aujourd'hui une offensive dans les derniers territoires contrôlés par Daesh en Irak, à la frontière avec la Syrie, dans l'ouest du pays, sur les villes d'Al-Qaïm et Rawa. Une nouvelle cellule terroriste démantelée hier à Fès, au Maroc, par le Bureau central d'investigation judiciaire. Selon le ministre de l'Intérieur, il s'agit d'une dangereuse cellule terroriste composée de 4 extrémistes, partisans de l'organisation terroriste Daesh. Les premières investigations ont révélé que les mises en cause projetaient de mener des attaques à Fès. Les perquisitions ont notamment permis la saisie d'armes blanches, dont des haches et des couteaux de différents calibres, mais aussi des manuscrits faisant l'apologie de Daesh. Les suspects seront déférés devant la justice aussitôt l'enquête terminée. Suite aux expulsions massives de migrants en Algérie, le ministère malien des Affaires étrangères et celui en charge des Maliens de l'extérieur ont fait un communiqué dans lequel ils dénoncent ces agissements. La question sera d'ailleurs aussi au centre des travaux de la prochaine session au sein de l'Assemblée nationale. En attendant l'arrivée de 40 bus chargés de migrants dans le nord du Mali, Chérif Mohamed Haïdara, président du Conseil supérieur de la diaspora malienne, dénonce le comportement de l'État algérien. Je vous propose de l'écouter. Il répondait au micro de notre correspondant à Bamako, Mohamed Danioko. C'est une situation inacceptable parce que l'Algérie a signé toutes les conventions de respect des droits de l'homme, et aussi bien les conventions de 1954 et aussi la Charte africaine des droits de l'homme. On ne peut pas comprendre que les droits de ces Africains, disons, excusez-moi le terme, noirs qui vivent dans les sols, ils décident unilatéralement de les expulser de l'Algérie. Et si tel est le cas, c'est un État souverain. Et ce que nous déplorons, que ces expulsions se font d'abord massivement, ce qui est une violation grave des droits humains. Deuxièmement, qu'ils les déposent à quelques kilomètres, 7 kilomètres de la frontière nigérienne pour marcher à pied pour arriver de l'autre côté, alors qu'il aurait pu les mettre dans des avions pour les déposer dans leurs pays respectifs. L'appel que nous avons lancé à l'Union africaine et au gouvernement malien, à la CEDEAO, c'est d'être autour d'une table et dire à l'État algérien que c'est des pratiques qui ne sont pas acceptables. Au deuxième jour de sa visite en Centrafrique, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est rendu à Bangassou, au sud-est du pays. Il a rendu hommage aux casques bleus tués entre mai et juillet, des soldats de la paix marocains, cambodgiens et gabonais. Plus de détails maintenant avec Mamadou Diaye. Malgré un contexte particulièrement difficile, le tapis rouge est déroulé au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ici à Bangui. Une visite qui suscite beaucoup d'espoir chez les populations à travers cet accueil chaleureux. Pour son premier déplacement à mission de paix de l'ONU depuis sa prise de fonction en janvier, Guterres fait un appel à la communauté internationale afin de mobiliser davantage de ressources pour venir en aide à la République centrafricaine. Il demande ainsi un renforcement de 900 casques bleus de la mission de l'ONU dans le pays. Je suis très fier d'être votre collègue et je suis très fier de servir la même institution que vous. Je veux vous dire à tous, les casques bleus qui sont ici avec nous, que nous comptons sur vous pour rendre l'ONU toujours plus efficace au service de la population, pour nous sacrifier pour les personnes que nous chérissons. Cette visite a conduit le secrétaire général de l'ONU à Bangassou, théâtre de plusieurs affrontements ces derniers jours entre la milice anti-Balaka et l'Union pour la paix en Centrafrique, faisant des dizaines de victimes, selon des sources onusiennes. Une gerbe de fleurs est déposée en mémoire des 9 casques bleus tués entre mai et juillet dans la périlleuse mission de rétablissement et de maintien de la paix en Centrafrique. Sombré dans le chaos depuis le renversement de l'ex-président François Bozizé en 2013, le pays vit au rythme des violences de groupes armés qui se disputent le contrôle des territoires et des ressources naturelles, occasionnant ainsi plus d'1 million de déplacés. Et à son retour à Bangui, le secrétaire général Guterres doit rencontrer des victimes d'abus sexuels et leurs familles, alors que les accusations d'agression sexuelle de casques bleus sur la population civile se sont multipliées ces derniers mois. Il sera accompagné de Jen Connor, avocate des droits des victimes de l'ONU.
Dans le cadre de sa tournée africaine, l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, a déclaré qu'elle avait transmis un message sévère au président sud-soudanais, Salva Kiir. Elle a précisé que Washington ne faisait plus confiance au gouvernement de Juba. Après l'Éthiopie et le Soudan du Sud, Nikki Haley est arrivée en République démocratique du Congo pour une visite de 48 heures. Elle rencontre aujourd'hui les différentes personnalités et la classe politique congolaise, notamment l'opposition, qui attend un message clair du président Donald Trump au président Joseph Kabila sur le respect de la constitution de son pays et la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Et vendredi, Nikki Haley s'entretiendra avec le président Kabila. Dakar a abrité pendant 3 jours une réunion de haut niveau visant à mettre fin au mariage des enfants en Afrique de l'Ouest et centrale. L'occasion pour les acteurs politiques, religieux, des ONG et des sociétés civiles de montrer leur engagement à lutter contre cette pratique. Près de 15 millions de filles, dont 40% en Afrique, sont mariées avant leurs 18 ans tous les ans. Les détails maintenant avec ce reportage de Awa Diop et Christian Kamoni. Le mariage des enfants est responsable à la fois de l'abandon scolaire des filles, de la baisse de l'employabilité des femmes, entre autres conséquences. C'est du moins ce qui ressort des travaux d'experts internationaux réunis à Dakar. Un enfant qui est marié à l'âge de 12 ans, 11 ans, sans qu'on lui demande son avis, qui du jour au lendemain doit quitter l'école, qui du jour au lendemain pour une fille parfois va tomber enceinte, avoir un enfant, devoir prendre en charge un autre enfant alors qu'elle est toujours un enfant, c'est extrêmement violent. Mais plus que la violence, c'est aujourd'hui 15 millions d'enfants tous les ans qui continuent d'être mariés et 40% de ces enfants sont mariés en Afrique de l'Ouest et du Centre. À l'issue de ces 3 jours de réflexion et d'échange, les organisations et acteurs de la société civile ont émis quelques recommandations pour mettre définitivement un terme au mariage des enfants. Reconnaissant que les leaders religieux et traditionnels jouent un rôle essentiel pour mobiliser les communautés à changer les normes sociales liées au mariage des enfants en impliquant les communautés, notamment à travers des dialogues, réaffirmant les engagements pris par les États de l'Afrique de l'Ouest et du Centre d'accélérer et de coordonner les efforts pour mettre fin au mariage des enfants par le biais de cadres régionaux et mondiaux tels que l'agenda 2063 de l'Union africaine. Ainsi, au terme de ce forum, une campagne régionale a été lancée pour arriver à joindre les efforts à l'action. Le dernier point, c'est que si on a des lois, il va aussi falloir accompagner ces jeunes à avoir accès aux services, à avoir accès à l'éducation, à avoir accès à la santé pour qu'ils puissent s'épanouir, puis qu'ils deviennent autonomes, indépendants. Mais il faudra surtout travailler avec les leaders religieux, avec les gens, les leaders traditionnels, ceux qui à la base peuvent provoquer des changements. Selon le nouveau rapport statistique de l'UNICEF sur le mariage précoce en Afrique de l'Ouest et du Centre, à moins d'une vraie accélération des progrès enregistrés, il faudra compter plus d'un siècle pour mettre fin à cette pratique dans la région. Pour inverser la tendance, il s'agira de mettre en place une bonne combinaison de stratégies, notamment la mobilisation des familles et des communautés pour changer les attitudes et les comportements. C'est tout pour ce journal. Retrouvez ensuite l'invité de la rédaction. L'édition de Dakar, elle, reviendra juste après. Merci à vous.